Dans le cadre de l'émission Un livre, un film sur cette chaîne Pour le Cinéma TV, je vais vous présenter aujourd'hui un roman et un, voire plusieurs films adaptés de ce roman. Il s'agit du fameux roman Pépé le Moko du détective HLB. Alors le détective HLB, avant de vous parler du contenu du roman plus spécifiquement, eh bien c'était en fait monsieur Henri Labarthe, dont les initiales sont donc HLB. Qui était Henri Labarthe, né en 1887 et mort en mai 1963? Eh bien, en fait, on sait très peu de choses de cet écrivain qui a été aussi finalement l'un des fondateurs d'une agence de renseignement privée, ce qu'on appelle les détectives privés en France. Il a été le fondateur d'une revue, Le Détective, qui sera racheté ensuite par Gallimard et qui intéressera notamment l'un des auteurs phares de Gallimard à l'époque, qui était Joseph Kessel, et avec le succès puis l'avenir qu'on lui connaît désormais au niveau de cette revue. Alors, monsieur Henri Labarthe, outre ce roman Pépé le Moko dont je vais vous parler dans quelques instants, a écrit aussi 8 ans après ce premier roman, c'est-à-dire 1931 plus 8, 1939, un autre roman qui sera adapté. Il s'agit de Dédé d'Anvers. Autre film également qu'Yves Allégret adaptera en 1947 avec notamment Simone Signoret. Voilà. Alors, Pépé le Moko, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, le roman, qui paraît en 1931, eh bien, évoque un quartier pittoresque d'Alger, puisqu'il s'agit de la Casbah, et c'est là que se dérouleront les intrigues principales de ce roman. Alors un roman à la fois qu'on pourrait rappeler un roman noir, un roman avec une femme fatale, je vais y venir dans quelques instants, un roman où la police traque un certain Pépé le Moko. Alors au début du roman, ça n'est pas Pépé le Moko que l'on fait connaître au lecteur, que le narrateur fait connaître au lecteur, mais plutôt un certain Carlo. Ce monsieur se retrouve, malgré lui, en fuite par rapport aux forces de police à Marseille, et il est hébergé par une dame qui a le cœur sur la main, et un gros cœur sur la main, comme le précise le narrateur de l'histoire. Il s'agit de Nénette. Et oui, c'était les surnoms que l'on donnait à des personnages à l'époque, dans les films comme dans les romans. Et donc Nénette, qui tient un café un peu interlope sur le port de Marseille, héberge ce jeune homme, ce jeune apache, comme on disait à l'époque, ce voyou de Pigalle et de la Place Blanche, et décide, avec des faux papiers, en lui donnant donc des faux papiers, de quoi embarquer vers Alger, d'accord, de Marseille vers Alger, où il pourra être sous la protection de celui qui règne en chef de bande dans la fameuse Casbah d'Alger. Une fois que vous avez franchi une certaine limite dans cette ville mythique, il s'agit de Pépé le Moko, qui est le fils de Nénette. Et donc elle a une lettre pour lui et que Carlo va lui transmettre évidemment. Alors, une fois arrivé dans cette Casbah d'Alger, et à bon port, c'est le cas de le dire, Carlo va rencontrer ce fameux Apache, hein, ce fameux voyou légendaire qui règne sur toute une population, hein, celle de la Casbah. On le sent souteneur de sa maîtresse, c'est une jeune femme et une jeune métisse qui s'appelle Inès, au doux prénom d'Inès. Et en fait, on voit que la Casbah d'Alger ne correspond pas au rêve d'exotisme suave et frais de Carlo. C'est plutôt un endroit aux ruelles, très sombre, sale, sentant le poisson, voilà, et avec des gens très très interlopes, hein, toute une faune que nous décrit le narrateur dans ce roman.
Et donc, petit à petit, il va y avoir plusieurs intrigues et plusieurs personnages qui vont intervenir, notamment un quatuor de personnages qui sont des métropolitains, donc qui arrivent de Paris, euh, et qui représentent une certaine forme de bourgeoisie, avec notamment Gabi, qui est une jeune femme blonde et qui est décrite magnifiquement par le narrateur comme empreinte de suavité, de sensualité, au doux parfum, cette description positive telle qu'on en avait avant dans de nombreux romans pour valoriser les personnages féminins, mais on pressent qu'il s'agit d'une femme qui va attirer le désir, qu'il sera également une femme fatale, et donc avec trois autres compagnons métropolitains, notamment celui qui est son compagnon, qui est plus âgé qu'elle, mais qui lui offre tout ce qu'elle souhaite, et il est représentant en Champagne, hein, ce qui est une noble activité, et avec un couple d'amis, dont un certain monsieur Leclerc, qui est quant à lui représentant en bijoux, et avec sa compagne qui est Mireille. Alors, ce quatuor de personnages, escorté par un inspecteur que le narrateur décrit avec un teint jaunâtre, quelqu'un de très maigre, très voûté, qui parle sur un ton très onctueux. C'est un policier, mais un policier un peu ambigu, décide, en les entendant, en les écoutant, puisqu'il souhaite s'encanailler dans la mythique Casbah d'Alger, les escorter un soir dans un cabaret plutôt louche. Et dans ce cabaret, Gabi va faire la rencontre de Pépé, hein, Pépé le Moko, et ils vont danser ensuite un foxtrot que le narrateur va nous décrire de manière très enflammée, et il va se passer ce que vous imaginez. Et Pépé le Moko va ensuite souhaiter ardemment revoir Gabi. Et d'ailleurs, il va le lui exprimer dans un langage qui n'est pas un langage très romantique, et avec un ton ferme et volontaire. Et donc, en fait, c'est cette rencontre qui va attirer comment dirais-je, le désir de s'échapper de cette Casbah de Pépé le Moko, parce qu'en fait, la police, et notamment l'inspecteur Slimane, ne peuvent intervenir dans cette Casbah puisqu'ils risquent l'émeute, d'accord, voire plus gros, leur vie. Et donc, ils souhaitent, et Slimane a ceci en tête, et a trouvé en Gabi, en quelque sorte, une aide insoupçonnée et insoupçonnable, de faire partir de la Casbah Pépé pour qu'il puisse l'arrêter, d'accord, dans Alger même, et non plus dans cette zone protégée et protectrice pour lui, qui était la Casbah. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Et donc, alors, quelles sont les qualités du roman? On va parler des qualités intérieures inhérentes du roman. Alors, c'est un roman qui est assez plaisant à lire, un roman qui, comment dirais-je, possède une variété dans l'écriture, notamment par rapport au changement de point de vue des personnages. Nous commençons avec un premier personnage qui est Carlo et qui va vite ensuite disparaître, même s'il va avoir un mauvais rôle dans le devenir de Pépé et de Gabi. Et on change ensuite pour avoir le point de vue de Pépé le Moko, puis de sa compagne Inès et de Gabi, et ainsi de suite, et de Slimane. Voilà, il y a des variations dans ce qu'on pourrait appeler la fameuse focalisation interne. Mais il y a aussi les interventions du narrateur qui sont là et qui alternent avec ces variations dans les changements de focalisation interne des différents personnages. On a le point de vue omniscient du narrateur et un narrateur qui parfois se comporte dans le style et dans l'écriture comme un auteur moraliste du XVIIe,
je pense à un La Bruyère, je pense à un Blaise Pascal et je pense à un La Rochefoucauld, c'est peu dire. Et avec ses aphorismes, avec ses maximes, ses sentences au présent de vérité générale. Et donc, il y a aussi, et c'est ce qui fait l'intérêt du roman, vous avez ce côté changement de point de vue, vous avez cet aspect aussi très classique parfois dans l'écriture, et aussi au niveau du vocabulaire, parce qu'on peut avoir parfois des métaphores qui sont, euh, ma foi, ou des images, des expressions qui sont d'un vocabulaire très soutenu, comme des expressions parfois très péjoratives ou argotiques pour décrire la population de la Casbah. Et il est vrai qu'on pourrait euh, reprocher à ce roman, mais c'était l'esprit de l'époque, une certaine forme, disons, de point de vue occidental sur l'Alger de l'époque, l'Algérie qui était une colonie française à l'époque, et avec ce point de vue très parfois très distant, méprisant, péjoratif sur la population de ce pays d'Afrique du Nord. Voilà, c'était à la mode. Hein, voilà le point de vue du colonisateur sur les colonisés. Évidemment, cela n'enlève en rien la qualité du roman. Et puis, il y a des pages, je pense à plusieurs pages, à la description de la Casbah, je pense à la description de la passion naissante entre Gaby et Pépé le Moko, je pense aux 15 dernières pages, la traque de Pépé le Moko du côté du port d'Alger avec l'inspecteur Slimane et la jalousie d'Inès en discours indirect libre et tout en force et en passion. Et il y a des effets donc de suspense, des effets de suspens, comme aurait dit Pierre Corneille, l'auteur dramatique, qui font que ce roman est d'une lecture très plaisante, très, très intéressante, et puis en même temps passionnante, parce que c'est un roman qui est révélateur de tous ces romans finalement populaires de l'époque. Alors, ben, c'est un roman qui a connu plusieurs adaptations au cinéma. Bien sûr, l'adaptation la plus célèbre, que je vous montre ici dans ce coffret DVD Blu-ray récemment paru, c'est celle de Julien Duvivier, hein, en 1937, avec Jean Gabin dans le rôle-titre, avec aussi toute une pléiade de second rôle. Je pense à Charpin dans le rôle de, comment dirais-je, Régis, je pense à Dalio, je pense à Lucas Gridou dans le rôle de Slimane, et puis dans le rôle de Gaby, qui n'est plus blonde à l'écran mais qui est brune, c'est la femme fatale de l'époque du cinéma français. Il s'agit de Madame Mireille Balin, qui connaîtra d'ailleurs un destin tragique et dont il serait intéressant de faire une petite biographie filmée, une petite capsule vidéo dans ce canal pour le cinéma TV d'ailleurs. Alors, pour parler du film, c'est une adaptation faite par Duvivier, Julien Duvivier qui est déjà un cinéaste, disons, porteur à l'époque, un cinéaste d'importance. Il a déjà tourné plusieurs films avec Gabin, notamment La Bandera avec Gabin et Robert Le Vigan, et aussi d'autres films avec Jean Gabin. Et il a aussi une carrière intéressante dans le muet, puisqu'il a tourné déjà en 25 puis en 32 deux versions d'un roman et d'un sujet qui lui tenait à cœur. Il s'agit de Poil de carotte, avec une version de 32-33 avec Harry Bor et Robert Linen dont j'ai parlé l'été dernier dans cette chaîne, qui est une version époustouflante. Et puis, donc, il s'empare du sujet, il établit un scénario, il rédige un scénario avec Henri Labarthe et avec des dialogues du fameux Henri Janson, qui fera aussi dialoguiste très connu, et au langage aussi poétique et parfois très, très satirique, et qui va, comment dirais-je, s'emparer aussi du roman pour en faire une réadaptation dialoguée, digne d'un futur Audiard. Mais enfin, c'est Janson, et c'est déjà très très bien. Janson, dont je vous rappelle les dialogues aussi dans le fameux film, un an après, Hôtel du Nord, avec Arletty et Louis Jouvet, Annabella
et Blier et tant d'autres. Bien, je reviens à Pépé le Moko, le film. Alors c'est une adaptation. Alors, dans cette adaptation, la trame principale est conservée. Les 3 personnages, même 4 personnages principaux sont conservés, Pépé le Moko, Inès, Gabi, même si elle a changé de couleur de cheveux, et Slimane. Ces 4 personnages sont incarnés par des acteurs que j'ai cités tout à l'heure et qui sont des acteurs qui correspondent parfaitement au rôle de l'époque. Jean Gabin, avec son regard qui sera filmé d'ailleurs ici, un regard, les yeux bleus, même s'il s'agit du noir et blanc, ils vont ici, Duvivier, ses chefs opérateurs, ses techniciens vont le filmer dans une lumière qui permet, j'allais dire, de rendre son regard lumineux et envoûtant. Eh bien, ces personnages sont conservés. Mais le Carlo du début du roman, quant à lui, disparaît. Et on dirait comme c'est comme si ce personnage se diffractait, s'étoilait en plusieurs personnages comme ça, incarnés par un défilé de second rôle prestigieux à l'époque. Vous avez par exemple un certain Carlos, mais c'est plus le jeune Carlo, c'est un costaud qui est un ami de Pépé le Moko dans le film et qui est incarné par Gabriel Gabriot et qui n'a pas la stature du jeune Carlo. Voilà, c'est quelqu'un de beaucoup plus fort, c'est une masse. Vous avez aussi celui qui est un peu ambigu, mais il n'y a pas que lui, c'est Charpin qui incarne le rôle de Régis. Vous avez aussi Saturnin Fabre dans le rôle du grand-père qui est expert en bijoux et autres fanfreluches. Vous avez aussi Dalio dans le rôle de Larbi qui est aussi un personnage un peu interlope, un indicateur comme le personnage incarné par Charpin. Et vous avez un jeune homme qui pourrait correspondre à Carlo, un peu rebelle, mais que Gabin, Pépé le Moko remet vite dans le droit chemin. Il s'agit de Gilbert Gilles. Voilà, autre jeune second rôle talentueux de l'époque. Gilbert Gilles qui réalisera d'ailleurs un film policier en 1947. Alors ensuite, il faut savoir que ce film est tourné selon un mouvement cinématographique, j'allais dire littéraire, mais non, ça n'est pas cela, un mouvement cinématographique de l'époque qu'on a appelé le réalisme poétique. C'est-à-dire avec à la fois un art du réalisme dans la façon de s'exprimer des personnages, un art aussi, comment dirais-je, de filmer les personnages dans les clairs-obscurs, dans des décors parfois reconstitués en studio, même si ici, il faut le dire, il y a eu des tournages en extérieur à Sète, à Marseille et même dans la Casbah d'Alger. Il y a eu, c'est vrai, des scènes intérieures pour des questions de prise de son certainement de l'époque ou pour d'autres raisons, dans les studios de Pathé du côté de Paris. Alors, le réalisme poétique se voit ici aussi par le fait que le personnage principal incarné par Gabin a un désir d'ailleurs, un désir de s'évader. Alors qu'il s'est déjà évadé de France, il souhaite ici s'évader de la Casbah pour retrouver la femme dont il est tombé passionnément amoureux. Voilà. Et d'ailleurs, il souhaite, pour reprendre un des fameux dialogues d'Hôtel du Nord d'ailleurs, autre film moins tragique peut-être celui-là, et du réalisme poétique un an plus tard, changer d'atmosphère, j'aimerais changer d'atmosphère. Voilà, l'atmosphère. Il y a aussi cette attention accordée au décor, je le disais, au clair-obscur, au lieu de tournage, au second rôle, et puis à ce que je définirais chez Duvivier, alors je ne sais pas si l'expression existe, mais je définirais comme ça, du réalisme tragique chez Duvivier. Si elle n'existe pas, je suis en train d'en faire le dépôt de brevet par cette vidéo. Voilà, le réalisme tragique chez Duvivier. Et donc, c'est un film qui va connaître un très très beau succès et qui reste finalement fidèle au roman. Alors ensuite, vous allez avoir 3 autres adaptations. Un an plus tard,
comme le film intéresse Hollywood, les artistes associés, la United Artists, décident de faire une adaptation américaine du film, pas du roman, mais du film. D'accord? Donc c'est une sorte de remake d'une adaptation. Et donc vous allez avoir un film de 1938 réalisé par John Cromwell avec parmi les rôles principaux Charles Boyer, acteur français très populaire à l'époque à Hollywood, et il est en train de réaliser là-bas une superbe carrière américaine depuis le début des années 30, et dans le rôle de Gaby, la femme fatale ou une des femmes fatales de l'époque, la fameuse Eddie Lamar, dont on ne dira jamais assez qu'elle a eu plusieurs existences, puisqu'Eddie Lamar est également, outre sa carrière cinématographique, l'une des conceptrices des systèmes Wi-Fi. Voilà, hein, du premier système Wi-Fi lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce film, c'est un film assez intéressant. Il est d'autant plus intéressant que c'est un film qui reprend parfois plan par plan, d'accord, ce qui a été tourné par Duvivier pour Pepe le Mocco. C'est-à-dire, on pourrait dire que le film, mais ce serait être négatif à son encontre, puisqu'il y a cette force d'interprétation de Boyer et de Lamar, et puis il y a aussi d'autres trouvailles de mise en scène, mais parfois on retrouve les mêmes plans que dans le film français initial. Et c'est un film qui se laisse voir, qui s'appelle Algiers, et qu'on a traduit en français par Casbah. Alors, autre film 10 ans plus tard, toujours par Hollywood, mais cette fois-ci sous forme de comédie musicale en 1948, il s'agit de Casbah de John Berry. Et on n'attendait pas John Berry en comédie musicale, mais par contre le John Berry, amateur de passion tragique, de films noirs, de polar, va tourner un remake du film Algiers, du film américain. Donc là, on est un remake d'une adaptation du roman, avec par exemple Yvonne De Carlo, qui était une actrice très très connue à l'époque dans le rôle d'Inès, Tony Martin dans le rôle de Pepe le Mocco, et bon choix aussi d'acteur pour l'inspecteur Slimane, puisqu'il s'agit de Peter Lorre, le fameux M le maudit, qui était arrivé à Hollywood au mi-temps des années 30 pour avoir une superbe carrière d'acteur, à la fois au cinéma et à la télévision. Et dans ce film, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un film qui est certes une comédie musicale avec des instants heureux, mais aussi, et c'est pour ça que ça ne correspond pas complètement au canon de la comédie musicale hollywoodienne, c'est également un film qui possède des aspects plus berriens, beaucoup plus sombres dans son contenu. Dernier film, et alors là, nous sommes là aussi dans un remake d'une adaptation. Il s'agit de Toto le Mocco, 1949, une parodie, comme il en a plus tourné que quiconque. Hein, il a une filmographie de presque 100 films, cet acteur, génial et transalpin. C'est un acteur comique italien qui est moins connu chez nous, mais très très connu à l'époque, dans les années 40 à 60, du moins au cinéma, et puis avant, dans les théâtres et les cabarets. Il s'agit de Toto. Alors, il s'agit de Toto le Mocco, un film de 1949 réalisé par Carlo Ludovico Bragaglia. Et donc là, ici, l'histoire, le pitch, c'est que Pep le Moc a été abattu par la police d'Alger. Or, il faut lui trouver un successeur. Et tous les voyous de la Casbah décident, comme successeur, d'engager un des membres de la famille de Pep le Mocco, qui est un homme orchestre, un musicien des rues de Naples, dépaysement complet. Il s'agit de Toto. Il débarque avec son attirail d'homme orchestre. Alors vous voyez les tambours, les cymbales, les feux d'artifice, l'harmonica, hein, c'est un peu Rémi Brica. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez Rémi Brica.
qui est Rémi Brica. Et donc, ce musicien des rues, cet homme orchestre, débarque à Alger et se rend compte que l'héritage, c'est le fait d'hériter de toute une bande de voyous, d'une mafia comme ça, dans la Casbah d'Alger. Alors, il y a des scènes assez cocasses. Il y a un duel à l'épée, version Toto, donc ça n'engendre pas la mélancolie ni le malheur. Et puis il y a une scène où Toto tire comme ça au pistolet, tout en laissant ses cymbales éclater et les feux d'artifice, d'accord, de son multi-instrument de musique éclater. Et donc, à fois c'est une comédie assez plaisante. Et puis bon, il y a le jeu de scène de Toto qui était un homme élastique. C'est un homme dont il faudrait redécouvrir, la filmographie, pas retrouver, mais parce qu'on a presque toute l'intégralité de Toto en DVD Blu-ray. Et c'est en fait un film qui donne un contrepoint comique au Pépé le Moko initial. Alors, encore 2-3 petites choses avant de conclure. Alors, le Moko, on va me dire d'où ça vient. Alors, il y a une interprétation, c'est Moko serait un dérivé d'une expression du Sud, notamment des marins de Toulonnais, Emaako, et comme ça, et avec ça, d'accord, Emako qui devient Moko. Bon, ça c'est l'une des variantes officielles ou l'une des interprétations ou significations officielles de Moko. 2 petites choses encore, outre le fait que vous pouvez lire ceci en une journée ou 2, c'est très très plaisant à lire, et puis c'est une redécouverte 90 ans après la première publication, et alors que le livre était complètement introuvable, aux éditions relatives en 2021, d'accord. Et outre le fait aussi de revoir, de voir, de découvrir ce fameux film de Duvivier qui vient d'être restauré en coffret DVD Blu-ray, et puis les 3 autres films, les remakes de remakes, voilà, comme les poupées russes, tac tac, l'homme qui a vu l'ours, aussi il y a cette phrase qui existe. Eh bien, 2 scènes comme ça de Pépé le Moko, qui ne se trouvent pas dans le roman, mais qui auraient pu s'y trouver. Et je trouve que le roman a été très inspirant pour Duvivier, même si l'adaptation n'a pas été finalement très fidèle au niveau du personnage de Carlo. Elle l'a été dans l'esprit du roman. Alors, c'est le point de vue que j'ai. Une adaptation doit-elle reprendre ligne par ligne, mot par mot, une œuvre initiale, ou est-ce qu'elle peut s'en inspirer tout en gardant l'esprit et l'adapter selon une manière, une sensibilité telle que Duvivier l'a faite? Je serais plutôt pour la seconde option. 2 choses, 2 scènes. Lorsque Pépé le Moko part de la Casbah d'Alger, il y a cet effet de trucage de transparence derrière lui, avec les ruelles de la Casbah d'Alger qui tournoient, qui s'entremêlent, d'accord. Et on voit qu'on est dans une scène onirique, ou qui représente en tout cas l'état d'âme, l'état d'esprit perdu de Pépé le Moko, là, qui se retrouve dans un dédale de ruelles d'un quartier qu'il ne connaît plus, ou qu'il semble ne plus reconnaître, et qui désire donc partir. Il est dans cette idée fixe de cette passion amoureuse envers Gaby, et donc qui le pousse à partir. Réalisme poétique, l'évasion, partir, la fugue. Et puis, il y a une autre scène qui est bouleversante d'émotion, c'est celle avec une chanteuse de l'époque qui était Fréhel, qui était déjà très âgée à l'époque, Fréhel qui incarne une des vieilles amies de Pépé le Moko, chez laquelle il trouve refuge, et on pressent que c'est une ancienne chanteuse, une ancienne artiste de chant, de cabaret, de spectacle, du tout Paris de la Belle Époque. Je pense à ma jeunesse. Je regarde ma vieille photo et je me dis que je suis devant une glace. Je remets un de mes anciens disques du temps où j'avais 30 succès à la Scala, boulevard de Strasbourg.
À un moment, dans une Apparaissait en scène, scène dans un elle décor met champêtre, son avec gramophone un en route avec projecteur un vieux rouge braqué sur mon 78 tours, visage enfin pâle. 78 tours. Au-dessus du Je gramophone, chantais. une photo de Fréhel jeune dans sa splendeur. Et Fréhel s'installe à côté du gramophone, hein, la Fréhel âgée, la Fréhel qui a vécu, la Fréhel qui a souffert. Il serait intéressant d'en parler prochainement d'ailleurs. Et pour son vécu, pour son importance, pour tout, pour sa vie, pour son œuvre. Et elle met le disque et on entend la chanson chantée par Fréhel jeune sur le disque, sur le 78 tours avec le gramophone, et elle qui chante en même temps avec sa voix de femme âgée. Hein, d'accord ? Duvivier, quand même, là, il a su faire quelque chose d'assez magique, troublant, mais aussi très, très bouleversant pour ceux qui connaissaient l'existence de Fréhel. Voilà donc un roman, un film, voire plusieurs films. Maintenant, c'est à vous de découvrir Pépé le Moko, de le redécouvrir à votre guise. Merci de votre attention. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma, ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça, ces boniments la rendent moins timide, répondit par un jour